bienvenue à toutes et à tous. Je suis très content de vous trouver ou vous retrouver aujourd'hui. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est le premier séminaire que l'on voit. Je vais passer la parole très vite à Eden qui va nous parler des trippers. On a souhaité, à chaque fois qu'on fait un séminaire communautique, un coup on fait un mur Twitter, on essaie toujours quelque chose d'un peu innovant en disant tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la journée. Comme on a une application qui permet de faire des stories, enfin, je veux dire un peu l'équivalent des stories qu'on trouve sur Facebook, mais qui va nous expliquer que c'est beaucoup mieux et beaucoup plus intelligent que les stories de Facebook. On s'est dit, tiens, ce serait sympa de l'utiliser pour la journée. L'idée de cette appli, c'est que nous l'avons pensée par rapport à un accompagnement de personnes qui sont aux minima sociaux. Et c'est un accompagnement à l'insertion que nous proposons au sein, entre autres, de notre structure. Et du coup, on avait imaginé avec ma directrice cette solution pédagogique pour non seulement valoriser les publics, leur permettre d'identifier des compétences, des publics qui parfois n'ont pas d'expérience ou peu d'expérience professionnelle. Donc l'idée, c'est de leur permettre et de les outiller dans le fait d'identifier des compétences et des expériences qui ne soient pas forcément professionnelles, mais des compétences au sein d'activités quotidiennes, d'activités parfois domestiques. Une fois que j'aurai pris suffisamment de recul, je serai peut-être en position de faire une story. Je suis passé au troisième écran, l'écran des stories. La story, c'est jamais qu'une compilation d'expériences. Si on est content de sa story, si on a bien alimenté à la fois le texte, la description, les compétences, pourquoi pas les hashtags, on va être en capacité de former ce qu'on appelle une story PDF. Il faut faire 6 captures pour pouvoir générer le PDF. 5, ça ne vous proposera pas le PDF, 7 non plus. L'idée, c'est qu'à minima, pour ceux qui veulent jouer le jeu, vous fassiez au moins une story avec ce que vous avez retiré de la journée. Et à la fin de cette journée, je reviendrai pour vous présenter les stories qui ont été soit les plus étoffées, soit les plus belles. Alors, on a le plaisir d'accueillir effectivement Sally Elmore, que je propose de venir nous rejoindre. Et je vais lui passer la parole. Finalement, tu parles beaucoup de stratégie. On a voulu aussi mettre ce séminaire sous la bannière stratégie multimodale, stratégie numérique, se dire mais finalement, qu'est-ce qu'il en est dit ailleurs et qu'est-ce qu'on peut en faire nous, demain, je dirais, à notre échelle normande. Oui, c'est exactement ça. On m'a expliqué que vous êtes peut-être sur le scène de devoir parler avec les entreprises ou essayer de commercialiser un peu de ce que vous faites d'une autre façon. Une des choses que j'ai dû apprendre à faire, c'est montrer la valeur ajoutée de la formation et les programmes. Donc ça fait une grande partie de ce que je vais raconter. Yogi Berra, est-ce que quelqu'un ici connaît qui c'est Yogi Berra? C'était le coach de l'équipe de baseball de New York. Mais il dit cela parce qu'il disait les choses un peu fous. Si vous ne savez pas où vous allez arriver ailleurs. Dans la formation, c'est épidémique, ça. C'est épidémique. C'est qu'on met en place une formation, mais on ne sait pas où on va, et on va forcément arriver ailleurs. Donc, la première chose que j'ai vue dans les projets de e-learning, qui était bien, c'est que quelqu'un avait pris le soin de définir le problème qu'on voulait résoudre, et qui a défini le gars à l'arrivée. Où est-ce qu'on veut arriver? Ça, c'est super important. Donc, voilà la stratégie que je vous propose. Quand moi, j'ai dû aller voir une entreprise et entamer cette conversation, quels sont vos besoins, qu'est-ce que je peux vous vendre comme formation, voilà les étapes que je propose. Donc, la première chose, c'est de commencer avec l'avenir. Au lieu de partir en bas à gauche, je commence en haut à droite et je reviens vers le jour d'aujourd'hui. Si on peut commencer avec un portrait détaillé de l'avenir, d'un état idéal, voilà, un état idéal d'ici une année ou 5 ans, on focalise nos énergies sur les clés de réussite de l'avenir et pas les problèmes du passé. Ouais. Je commence avec, ok, quel est le problème que vous voulez résoudre? Et quels sont effectivement les angles sous lesquels on peut regarder les améliorations grâce à l'informatique? Ça commence comme ça. Oui, vous avez la perspective financière. L'action va monter, on va aller plus vite, les bénéfices vont être plus grands. Mais si vous utilisez que celui-là, vous êtes comme un pilote d'avion qui ne regarde que l'altitude, la vitesse. Quand on pilote une voiture, un avion, on a besoin de beaucoup plus d'indices que ça. Et moi, je cherche toujours à avoir 4, au moins, 4 mesures qui correspondent à cet équilibre. Donc oui, efficacité financière, très important de perspective. Les clients de mes clients me concernent beaucoup. Est-ce que les processus clés sont rendus meilleurs ou plus efficaces?
Je vous donne un exemple. Par exemple, vous êtes une banque, vous faites des prêts immobiliers. Crédit Agricole, okay, actuellement, vous posez un dossier, vous avez un minimum de 2 semaines pour avoir la réponse. Okay. La banque Nationwide au UK, vous avez la réponse en 2 heures. J'ai vu une banque en Angleterre, ça prend 2 heures parce qu'ils utilisent les outils et ils ont formé les conseillers pour utiliser les outils pour faire une décision sur un crédit immobilier dans 2 heures et pas 2 semaines. Et est-ce qu'on apprend plus vite que nos concurrence? Donc, cette histoire d'innovation. Okay? Comme Dave Fripper, par exemple. Est-ce que nous, on est en train de devancer nos concurrents en innovation? Ou est-ce qu'on apprend plus vite qu'eux? Voilà. Donc ça, c'est mes 4 angles sur lesquels j'aime bien choisir mes KPI. Voilà. Et à la fin, je vais poser à mes clients quelque chose qui ressemblait à ceci. Dans mon LMS, j'ai une analyse d'activité, j'ai un croisement d'activités et compétences, donc comme ça, mon catalogue de formation peut être lié. On évalue l'activité, on fait des plans de développement selon ma courbe là, avec le e-learning au départ dans la partie je sais faire, et les humains dans la partie grosse valeur ajoutée, j'adapte et j'applique. La clé de succès, c'est que chaque apprenant a besoin de l'appui, le soutien et l'encouragement d'un autre humain quand ils apprennent. Ça, c'est l'architecture que je mettais en place avec mes clients. Et ça a marché. Voilà. OK. Fin d'histoire. L'an dernier, il y a eu 33 dossiers qui ont été déposés. Cette année, il y en a 13. Je crois qu'ils viennent d'être déposés. Voilà, il y en a sur l'année dernière, il y en a 23 qui sont en train ou qui vont être financés. Il y a eu des abonnements, une vingtaine, quinzaine d'abonnements à MirageMake, l'application de réalité augmentée qui a été mise à disposition d'organismes de formation. Je trouve que la région, c'est une taille parfaite pour un écosystème et aussi pour justement trouver ces chaînes de valeur ajoutée. C'est peut-être le bon niveau aussi pour l'échange des pratiques? Absolument, absolument. Moi, je suis convaincue que c'est la meilleure façon de procéder avec les startups, l'innovation et de mise en œuvre. Parce que si des projets sont démarrés, par exemple au niveau des 27 de l'Europe, j'ai vu beaucoup d'innovations tomber dans la poubelle. Si on le fait au niveau régional, d'abord on a un sens de souveraineté, de fierté, et si on peut travailler avec les entreprises localement et le développement soit fait main en main avec les demandeurs, avec ceux qui ont besoin, il y a beaucoup plus de chances que les innovations soient appliquées. Qu'on passe la période de recherche, on passe le parti développement et on termine avec l'application, parce que c'est là où beaucoup de choses tombent à l'eau. Et je pense qu'au niveau régional, on a beaucoup plus de chances de pouvoir faire toute la chaîne et mettre les choses en œuvre, parce que c'est à une taille humaine, on se connaît, on parle la même langue et on traite les mêmes besoins. Je suis très fan, ouais. Aujourd'hui, je présente un projet qui a débuté en 2015, qui est intitulé « La maison domotique d'application pédagogique du réel au virtuel ». Donc, on a à côté de notre CFA une maison domotique d'application pédagogique. C'est un lieu de vie qui rassemble un ensemble de nouvelles technologies pour le maintien à domicile. Par exemple, un interphone connecté, des détecteurs de mouvement qui permettent l'allumage de lumière pour faciliter le déplacement et éviter les chutes pendant la nuit, par exemple. Le truc qu'il ne faut pas oublier, c'est de faire impliquer les apprenants, parce que c'est pour eux et avec eux qu'on construit les ressources pédagogiques. Un Explore Camp sur les badges numériques organisés auprès des CFA, voilà, qui me donne des idées sur nous, notre réseau de centres de formation. Vous avez un peu les badges en tête? On réfléchit à comment activer le réseau chez nous et comment le solidariser. Et pour le coup, cette idée des badges numériques pourrait être une solution pour notre réseau. Ça
permet d'avoir plein d'idées, mais c'est tout frais, ça date d'il y a 2 minutes. Ah bah oui, la stratégie c'est tout chaud. C'est ça. Les chefs d'exploitation en fait sont demandeurs. Nous on a la profession, notamment les jeunes agriculteurs qui nous ont fait la demande en 2014. Ils sont très digitalisés sur les exploitations, voilà. Ils utilisent beaucoup le mobile et aujourd'hui ils demandent en plus qu'il y ait une pédagogie différente que celle qu'on leur propose jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le présentiel en face à face à ses descendants. Le distanciel limite les déplacements et le temps. Qu'ils aient de la souplesse, c'est-à-dire pour pouvoir se former quand ils en ont envie, quand ils ont le temps, voilà, par petites touches. Et puis ils veulent gagner quand même en efficacité sur le présentiel. Ils sont très demandeurs d'échanges et de partage en fait quand ils se déplacent. Il faut que ce soit de qualité et donc venir pour un déroulé de PowerPoint, ça les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est partager entre pairs, quoi. La révolution numérique dans le monde du bâtiment, on n'y est pas encore, mais on y va lentement mais sûrement. Et que là, on a clairement identifié que tous les outils pour booster l'efficacité énergétique, ils existent. Les outils numériques, c'est en train en plus de se simplifier. Par contre, il faut accompagner les TPE-PME dans cette conduite du changement. Leur offrir des espaces de dialogue où vraiment ils peuvent venir faire part de leurs craintes, de leurs peurs, de leurs freins. Et ça, on l'a vécu, ça débloque énormément de choses. Les responsables formation des organismes de formation sont assez convaincus qu'il faut y aller. Par contre, ils n'ont pas forcément des compétences numériques, donc ils ne savent pas trop comment proposer une offre, digitaliser leur offre. Et puis l'autre point qu'ils soulèvent, c'est qu'il faut qu'ils convainquent leur direction de mettre les moyens financiers et humains sur le développement de ce type d'offre. Donc aujourd'hui, ils cherchent plutôt les arguments et ils cherchent à convaincre en fait leur direction et puis les compétences en interne pour développer ce type d'offre. Mais depuis 2016, on voit le type de formation mixte digitale, multimodale, ici on dirait, a triplé en fait. Je suis allée voir 2 ateliers. Un premier atelier sur le développement d'une plateforme et d'un serious game à destination d'un public, on va dire, d'ADVS. Et j'ai vu un deuxième serious game, un deuxième atelier donc, du CEMU, avec tout d'abord un retour d'expérience sur le MOOC orthographe. On a présenté le MOOC renforcer ses compétences orthographiques. C'est-à-dire qu'à l'Université de Caen, depuis 2-3 ans, on s'est vraiment lancé dans l'aventure MOOC. Là, on en est à notre 4e MOOC. Un MOOC qui est vraiment... qui permet de reprendre toutes les bases en orthographe. Un MOOC qui est destiné à tout public. Là, sur la première session qui vient de se terminer, on a eu 27 mails inscrits. Je crois que c'est eux qui viennent de défricher un peu tout ce qu'il y a autour de l'accessibilité numérique en termes de MOOC. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour les futurs MOOC à venir, ou en tout cas ce que va vouloir développer la plateforme Fun. Nous, notre projet à l'Université de Caen, c'est de l'intégrer en module de remédiation pour toutes les licences de niveau 1 en L1. Et puis aussi de développer des partenariats. Alors pourquoi pas avec des organismes de formation ou des entreprises. On a présenté en fait des formats de cours qu'on a développés pour Moodle, spécifiques par exemple à des MOOC. Voilà, le MOOC c'est quand même une approche très formatée, assez structurée. On accompagne les formateurs pour qu'ils repensent leur scénario pédagogique et qui pensent multimodalité, qu'est-ce qui va se passer entre les ateliers pratiques, etc. Qu'est-ce que je vais leur demander de faire comme activité sur la plateforme. Et après, on essaye de leur mettre entre les mains des outils, alors toujours open source, c'est notre parti pris, mais qui soient simples à prendre en main. J'ai fait combien de pages? J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai une dizaine de pages. Il avait dit 6. Ah bah oui, mais il y a tellement de choses intéressantes à voir. Je vais en supprimer quelques-unes. Je vais ne garder que les éléments. Il y a quand même Sally. Ouais. Ensuite, on a une formule magique quand même qui a été inscrite au tableau. La pause café, le coach Eden. Les actions de communautique. Je mets à profit ce que j'apprends. Alors moi je vais plus ramener aux collègues ce que j'ai entendu ici et peut-être avoir des façons de convaincre certains collègues de passer... Il y a encore des résistances. Oui, il y a toujours des résistances. Même si ils sont partants pour apprendre autrement, etc. Mais c'est toujours trop compliqué pour eux. Et avec l'intervention de Sally, par exemple, j'ai quelques petits points pour leur faire comprendre que c'est pas si compliqué que ça et que du coup, on peut y arriver facilement, quoi.
Je suis déjà inscrite dans des groupes de travail de communautique, notamment sur les plateformes, sur la multimodalité. Donc effectivement, j'ai de grandes pistes. Maintenant, c'est de mettre en œuvre tout ça. Voilà, j'ai les instruments et il faut trouver le bon chef d'orchestre pour mettre en œuvre. Un temps de partage et de pouvoir voir, rencontrer d'autres organismes de formation pour voir l'évolution des centres d'intérêt, parler outils. J'ai fait les badges numériques. Les maisons familiales ont déjà obtenu un badge cette année, celui du référent numérique. Voilà, je voulais un petit peu entendre ce qui a été dit, voir s'il y avait des nouvelles informations. Donc j'ai assisté à cet Explore Camp. L'intérêt de ces journées, c'est la richesse des échanges, du partage d'expériences. Et c'est pour ça qu'on vient et qu'on participe à ces temps forts. C'est toujours des moments présentiels. Alors on fait beaucoup de numérique et les moments présentiels sont très importants pour que les gens se rencontrent, etc. etc. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Sally Moore. L'intervention de Sally Anne Moore était très très intéressante puisque nous on a ce BTS gestion qui est lié aux entreprises, donc ça m'a parlé quand elle a expliqué aussi les besoins des entreprises puisque nous ça colle complètement avec ce qu'on a besoin par rapport à notre BTS. Son discours est très clair, très lisible, il y a une touche d'humour et c'est agréable à entendre et très abordable. Moi, il y a quasiment la moitié des gens que je ne connais pas. Ça veut dire que j'ai quasiment 50% de nouveaux. Et ça me plaît beaucoup. Des organismes, des personnes, etc. que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant. Au fil des années, j'ai eu la chance d'accompagner pas mal d'établissements. On voit que la transformation numérique de l'organisme de formation, il y a à peu près 3 façons de la faire, 3 façons dont j'ai pu constater soit les effets, soit j'ai envie de dire même quelquefois les dégâts. Au hasard des commandes, il y a une commande, quelle qu'elle soit, et on produit effectivement quelque chose de numérique, on introduit du numérique. Selon la direction donnée par le commanditaire, c'est une autre façon effectivement d'agir. Et la troisième, c'est selon une stratégie élaborée par l'organisme de formation lui-même. Quand on parle de stratégie digitale dans les organismes de formation, il nous semble que cette stratégie ne doit pas être hors sol et qu'on doit dès lors considérer que le digital est à considérer dans sa globalité et surtout à ne pas restreindre le digital aux seuls aspects pédagogiques de l'organisme de formation. C'est dans ce sens-là qu'on considère que c'est une entreprise comme une autre, avec toutes les fonctions qui existent dans les autres entreprises, la fonction commerciale, la fonction marketing, la fonction production, la fonction administrative. Dans un rapport qui date de 2016, commandité par la FFP, c'était sur la fonction commerciale qu'il y avait des besoins très importants. On a mis en place un programme d'accompagnement initialement soutenu financièrement par le FPSPP qui disparaîtra bientôt. Et donc nous sommes très heureux que la région Normandie s'est également intéressée à ce programme d'accompagnement pour donner une ampleur, une volumétrie beaucoup plus importante et pouvoir accompagner un maximum d'organismes de formation dans les mois à venir. Lorsque le 3CABTP a mis en œuvre son plan de transformation globale, il y a 2 ans, ils ont fait le tour de l'ensemble des régions pour voir un petit peu ce qui était possible et déjà mis en œuvre afin de structurer la transition numérique de l'organisation. À partir du moment où il y a un projet Transform BTP national décliné dans toutes les régions, ça c'est, on va dire, c'est un des deux étages de la fusée. C'est-à-dire que ça redescend dans les associations régionales comme notre association, Bâtiment CFA Normandie, et la deuxième étape, c'est donc l'association régionale qui est là pour impulser. Et la deuxième étape, c'est de dire maintenant comment tous ces projets numériques, on va les mettre en œuvre dans les établissements. Et on s'adresse aussi, et c'est un point très important, à des entreprises qui sont extrêmement disséminées. Il y en a 95% qui sont moins de 10 salariés. Pour eux, la moindre absence pour partir en formation, et on leur en impose des formations obligatoires, est un temps qui n'est pas prévu sur le chantier. Donc ça aboutit, je ne vais pas dire une perte de chiffre d'affaires, mais il faudra compenser quelque chose comme ça. Et ils sont très sensibles à cette possibilité d'avoir un outil de formation mixte. On n'apprend pas à poser une fenêtre par une formation à distance. À un moment donné, il faut être sur le plateau technique
même si on a intégré toutes les données du DTU, parce que c'est tous les petits détails qui vont permettre de faire cette mise en œuvre performante. Nos bénéficiaires, ce sont bien les chefs d'exploitation agricole, et nous on travaille avec les organismes de formation qui sont plutôt partenaires en fait. Et en fait on s'est dit mais comment finalement avoir une offre adéquate aux besoins de nos chefs d'exploitation, si ce n'est de travailler avec les organismes de formation pour qu'ils les aident en fait à développer leur offre mixte digitale. Et en fait on a noté que les organismes de formation avaient beaucoup de freins, et donc là Vivea a dit ok, on s'engage. Vivea s'est vraiment engagé dans une stratégie pluriannuelle d'accompagnement où on a été beaucoup dans l'expérimentation pour travailler avec les organismes de formation en leur disant essayez, mettez de l'innovation dans vos formations et mettez du digital, et puis nous on capitalisera et on verra, on offrira au plus grand nombre finalement les conditions de réussite notées dans cette expérimentation. Comment en fait la collectivité peut structurer l'innovation, la digitalisation des organismes de formation? La plupart des organismes de formation, et c'est ce qui a été renouvelé ce matin sur le bilan problématique, ont entamé le tournant du numérique sur les outils pédagogiques, sur l'utilisation de plateformes, sur le tutorat, sur les contenus augmentés en présentiel, mais sur la stratégie, la vision globale. On voit bien que c'est encore un peu précoce. Pour à partir de 2019, la région va entrer dans le pacte avec une énorme enveloppe de formation à dépenser. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise, c'est un appel à dépenser, effectivement. Et au-delà de l'achat de formation, c'est aussi une enveloppe qui prône une transformation de l'appareil de formation. Nous sommes dans un rôle d'impulsion sur le numérique. On peut vous accompagner, vous, organismes de formation, à avancer, à développer, à creuser la stratégie numérique. Pour autant, vous devez pouvoir après transposer et cultiver ce savoir-faire aussi, et notamment pour gagner des parts de marché, aller chercher sur le marché privé, proposer des choses, être offensif auprès d'autres acheteurs de formation. On se doit d'emmener l'ensemble de l'organisation dans cette transformation, sinon on va rater des choses. Donc c'est vraiment tous les collaborateurs et les collaboratrices qui sont impactés. On peut mettre toutes les stratégies qu'on veut en place. Si on ne fait pas, justement, on parlait de pédagogie, si on ne fait pas beaucoup de pédagogie autour de ça pour expliquer aux équipes, savoir où on veut aller et pourquoi, ça ne sert à rien. À partir du moment où les formateurs sont impliqués, eux-mêmes viennent vous voir en disant nous on a peut-être une solution, on a réfléchi, on a croisé nos emplois du temps, est-ce que vous n'aviez pas vu? Nous on l'a vu, et là on a moyen de se libérer 2 heures pour bosser dessus. Et en fait les gens s'approprient eux-mêmes les projets et nous aident à trouver des solutions pour qu'ils puissent travailler ensemble et pouvoir avancer sur les différents projets. On a fait une évaluation qui vient de se terminer cet été, et en fait on a été très très étonnés, c'est que pour 83% d'entre eux, en fait, des répondants, en tous les cas, ils ont été très très satisfaits de ce type d'offre. Il va falloir que nous montrions que cette formation, elle a un but, elle a un sens, que je pense que c'est ça aussi. C'est que tant qu'il n'y a pas de sens démontré sur pourquoi on utilise du numérique, finalement, il n'y a pas d'adhésion possible. C'est donner du sens. Et l'apprenti, quand il vient au CFA, effectivement, si on croit qu'à partir du moment où il est entré dans le CFA, c'est gagné, on change de métier. Moi, à partir du moment où le jeune a compris ce que l'informatique, le numérique pouvait lui apporter de plus dans son métier, et en plus, nous, l'objectif derrière, c'est aussi, on le disait, c'est difficile de capter les entreprises et de développer le numérique au sein de certaines entreprises. Pour beaucoup aussi, travailler avec beaucoup de petites entreprises. L'apprenti devient aussi un vecteur important pour amener le numérique dans l'entreprise. Merci vivement de ce témoignage. Comment vendre le forfait, comment vendre les parcours de formation multimodaux, et donc ça nécessite bien évidemment de savoir déterminer tous les prix, donc toutes les notions à la fois techniques, de contenu, d'ingénierie, de tutorat. Comment faire? Trois pistes qui ont été évoquées. Il y a déjà analyser les projets financés par la région,
peut-être en commençant par la fin, faire une grille de synthèse qui serait une grille de référence des coûts. Une des premières questions qu'on s'est posées pour comment démarrer une stratégie digitale, c'est une démarche marketing. Et je pense qu'il y a eu un grand blanc dans la salle quand on a prononcé le mot marketing. Se dire finalement, il faut inventer, il faut imaginer des manières de les amener autrement que ce qu'on fait d'habitude. Peut-être en s'appuyant sur des entreprises ou sur des gens qui ont fait des choses complètement différentes, on dit bah, nous aussi on est allé sourcer, on avait besoin de sourcer, on ne savait pas comment faire, on a inventé ci, on a inventé ça. Faire plus de liens en fait entre les OF ou ceux qui veulent monter des projets et les producteurs de numérique. Pour alimenter la question sur le modèle économique, de dire quels sont les autres acteurs, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui l'organisme de formation il ne peut plus travailler tout seul. Alors, on va repasser la parole à Eden, déjà pour peut-être lui laisser quelques minutes pour qu'il nous dise, en fait, Daytripper, qu'est-ce qu'on en fait au CIBC. Avant de nous dire qu'est-ce qu'on en a fait nous dans cette journée, qu'est-ce que vous en faites au CIBC pour... Dans l'idée, c'était plutôt une application au départ destinée aux personnes sans ou avec très peu d'expérience professionnelle et avec peu d'estime d'eux-mêmes, ou en tout cas d'estime de ce que peuvent être leurs compétences. C'est un outil qui a été co-construit. L'idée c'était de produire et de co-construire, c'est-à-dire que ça corresponde aux usages avant tout de nos bénéficiaires et à leurs attentes. Je sais qu'au début de la journée, 20 étaient inscrits dessus. Peut-être que d'autres nous ont rejoints. Il y a au moins 20 personnes du coup qui ont joué le jeu. Après, il y en a qui ont plus ou moins joué le jeu. Et parmi eux, Françoise Beunier, qui nous a... sachez que pour l'instant, jusqu'à la fin de l'année 2018, ça va se terminer rapidement, mais pourquoi pas, je l'espère, en 2019, nous sommes financés pour expérimenter cette appli au sein de QPV. Donc pour tout ce qui va être quartier politique de la ville, n'hésitez pas à faire appel à nous s'il y a des structures ou des accompagnements, des dispositifs spécifiques à ces quartiers. Nous venons avec plaisir et gratuitement. Merci. Et merci à Jean-Luc d'avoir si bien préparé, d'avoir conçu, imaginé, produit, etc.